Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous allons donc revenir sur l'actualité du jour, la principale actualité certainement, avec cette allocution d'Emmanuel Macron, la 7e depuis le début de la crise sanitaire. Elle est prévue ce soir à 20h et vous pourrez d'ailleurs la suivre sur Sud Radio, édition spéciale autour de Philippe Rossi, avec parmi les annonces d'Emmanuel Macron, la mise en place d'une obligation vaccinale pour les soignants. Écoutez pourtant ce que nous disait le chef de l'État lors d'une autre allocution, c'était le 24 novembre 2020. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous sommes avec deux invités. Serge Sama, professeur de droit public à l'Université de droit de Grenoble, expert des droits fondamentaux. Bonjour Serge Sama. Bonjour. Et Patrick Bourdillon qui est avec nous, secrétaire fédéral CGT Santé. Bonjour Patrick. Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous. Donc on vient d'entendre Emmanuel Macron, c'était il y a 8 mois, il nous assurait qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale. Et 8 mois, une éternité en ces temps de Covid probablement, puisque aujourd'hui, sauf énorme surprise, on aura le droit à l'annonce de cette vaccination obligatoire pour les soignants. Toutes les autorités médicales disent que c'est indispensable. Vous, CGT, Patrick Bourdillon, premier syndicat de la fonction publique hospitalière, vous y êtes opposé. Est-ce que, d'abord, vous pouvez nous expliquer pourquoi ? D'abord, la CGT n'est pas opposée à la vaccination en tant que telle. Il faut qu'on soit au clair par rapport à ça. Vous êtes pour la vaccination, mais contre la vaccination obligatoire ? Non, dans les considérations qui ont été posées par le chef de l'État, en l'occurrence, la première des considérations, c'était de dire que la vaccination ne serait jamais obligatoire en matière de Covid. En tout cas, elle le devient. Sauf qu'elle n'est pas assortie d'éléments qui sont des éléments qui, nous, en tout cas, au préalable, nous semblent indispensables pour que cette vaccination soit acceptée par les professionnels. Le premier élément indispensable, c'est d'abord mettre en situation de pouvoir être vacciné sur son lieu de travail, ce qui n'est pas le cas. Et je rappelle, quand on parle de soignants, déjà, il faut qu'on définisse ce qu'est le périmètre des soignants. Est-ce qu'à un moment, un intervenant dans une chambre d'hôpital est considéré comme un soignant lorsqu'il est plombier, lorsqu'il est électricien ou simplement lorsqu'il est infirmière ou médecin, et qu'on arrive aussi à déterminer de quelle façon est-ce qu'on a un périmètre suffisant pour pouvoir proposer la vaccination et surtout la dispenser sur le lieu de travail. À un moment, on est en dehors, en tout cas, de ce principe-là, et rien n'a été mis en œuvre dans cette situation. Je vous rappelle que sur la vague précédente, on a imposé aux professionnels de venir travailler en étant soit cas contact, soit éventuellement testé positif, soit éventuellement en ayant un certain nombre de symptômes, qui sont des symptômes qui laissaient à penser que la maladie était installée. Donc il y avait une obligation à venir travailler. Là, maintenant, on est sur une obligation inverse, qui est celle de dire on va vacciner, et nous, on est totalement favorable à cette vaccination. Je suis moi-même vacciné contre la Covid, donc c'est un élément qu'on trouve tout à fait pertinent dans l'arsenal qui nous permet de lutter, sauf que la pertinence, elle a ses limites, notamment en matière de proximité. À Paris, on peut effectivement avoir de la vaccination dans un gros établissement hospitalier, c'est pas difficile, mais dans un EHPAD de la Creuse, comment fait-on pour rapprocher la vaccination de l'établissement et en l'occurrence des professionnels qui ont obligation d'être vaccinés. Deuxième élément sur lequel je veux aussi insister, les soignants ne sont pas que des soignants en hôpital. Ce sont aussi des soignants dans des cliniques, ce sont des soignants libéraux, je pense notamment aux infirmières libérales, mais aussi des soignants en cabinet. Donc de quelle façon contraindre et vérifier de quelle façon la contrainte est mise en œuvre, et surtout la question principale qui se pose, c'est de quelles sanctions, en tout cas, vont être déployées pour pouvoir à un moment mettre en œuvre cette contrainte vaccinale. Et ça, pour l'instant, on a peu d'informations, on le saura ce soir. Alors justement, sur la définition de ce caractère de soignant ou non, vous avez participé avec des discussions au ministère du Travail notamment. On en est où là-dessus ? Vous avez des informations ? Alors oui, il y a eu des discussions qui ont eu lieu, en tout cas au niveau de la CGT au ministère du Travail, en matière de périmètres, qui sont des périmètres de professionnels, sauf qu'on n'a pas abouti, puisqu'en l'occurrence, le ministre des Solidarités et de la Santé n'a pas reçu la CGT. Il a reçu des organisations d'infirmiers libéraux ou des organisations libérales, en tout cas de ville. En tout cas, nous n'avons pas été ni auditionnés ni reçus par Olivier Véran pour arriver à avoir ce déterminant qui est un déterminant qui permet d'avoir ce périmètre et d'avoir surtout la mise en œuvre de cette obligation vaccinale, parce qu'on ne peut pas décider à un moment de cette obligation si on n'a pas décidé de sa mise en œuvre et surtout de l'organisation de cette mise en œuvre. Alors il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, en tout cas c'est les chiffres qu'on entend un peu partout, environ un tiers des soignants ne seraient pas vaccinés pour le moment. Comment vous expliquez ces réticences de la part des soignants ? Il y a un élément qui est un élément central. Je pense qu'il y a la réticence idéologique. Ça, on n'est pas non plus exempt dans nos professions d'avoir comme une frange de la population un refus qui est un refus idéologique de la vaccination. Mais au-delà de ça, il y a aussi une problématique, qui est une simple problématique de se dire mais si jamais on m'injecte le vaccin et que j'ai une réaction à ce vaccin-là 48 heures après, je continue à avoir le jour de carence qui m'est imposé. Donc si je suis en arrêt de travail, je perds un jour de travail.
Et on ne me permet pas non plus d'aller me faire vacciner sur mon temps de travail, c'est-à-dire qu'on ne rapproche pas forcément la vaccination du lieu de l'exercice. Ce sont des éléments qui sont des éléments simplement qui encouragent à ne pas aller se faire vacciner, mais qui ne font pas un refus de vaccination. C'est pas tout à fait la même chose. Donc je pense aussi que la façon dont Olivier Véran a réagi, notamment je pense dans les Landes il y a quelques jours, c'est une réaction un peu exagérée et surtout une réaction de discrimination qui ne correspond pas du tout, en tout cas, à une réalité de ce qu'on peut entendre nous dans nos établissements, privés ou publics. Les professionnels ne sont pas opposés de facto à la vaccination. Ils sont opposés à ce qu'on leur impose de faire, notamment dans la mise en œuvre. Alors justement, on a déjà 11 vaccins obligatoires à l'heure actuelle en France. Pourquoi ce vaccin anti-Covid, finalement, ne pourrait pas, selon vous, faire l'objet d'une telle obligation comme pour les autres vaccins ? Il n'y a pas des centres de vaccination partout pour les autres vaccins déjà obligatoires. Oui, et c'est là qu'on renvoie à nouveau le gouvernement à ses incapacités, qu'on dénonce depuis des années, et notamment c'est la suppression des médecines du travail. Et on peut considérer en tout cas que sur le territoire français, notamment dans les zones rurales, trouver un médecin du travail dont la première des actions est la prévention, notamment la prévention en termes de vaccination, en tout cas la couverture n'est pas suffisante. Et surtout dans nos établissements hospitaliers, on voit la disparition, qui est une disparition extrêmement rapide, des médecins du travail qui sont en capacité de pouvoir, dans les services, apporter cette vaccination et pouvoir permettre surtout d'avoir une vaccination beaucoup plus large. Je vous rappelle que dans nos établissements, les centres de vaccination pour les professionnels, en tout cas dans les gros établissements, ont fermé leurs portes au 30 juin. Donc à un moment, il faut aussi qu'on ait cette réaction-là et se dire de quelle façon est-ce qu'on peut remettre à nouveau, réouvrir ces centres de vaccination dans les gros, mais ça n'édulcore pas le fait que dans les petits, il n'y aura pas de centre de vaccination et que la prévention qui est souhaitée et que nous souhaitons, nous l'appelons nous, en tout cas de nos voeux, n'est pas prise en compte dans une logique politique qui soit une logique large, qui permet de dire à un moment, il n'y a pas que le Covid, hein. Je pense aussi à la vaccination antigrippale, je pense à d'autres vaccinations. Et lorsqu'on est embauché à l'hôpital, le principe d'embauche fait que oui, un embauché va passer par une logique vaccinale, avec un cursus qui est déjà fixé. Mais là, on est dans une logique un peu, comment dire, de panique générale. La quatrième vague arrive, c'est panique générale à bord, vite, on va essayer de vacciner tout le monde. Je pense qu'il faut à un moment être sérieux. Et y compris, on a entendu des choses assez violentes concernant des soignants qui auraient transmis des virus à des patients. Je pense notamment à ce qui se passe en ce moment avec une dame qui, concernant son papa. Au mois de mai, je tiens à rappeler à cette dame qu'au mois de mai, nous ne disposions pas de tous les vaccins pour tous les professionnels dans nos établissements. C'est aussi un léger détail. Donc je pense que les responsabilités, en tout cas, elles ne doivent pas être reportées sur un certain nombre de professionnels. Je pense que oui, les professionnels qui sont en contact avec le public, quelle que soit leur situation, devraient en priorité être vaccinés. Ça a été un enjeu qui a été un enjeu politique porté par ce gouvernement. Mais au-delà de ça, dire on va imposer sans avoir derrière des mesures qui permettent d'accepter, pour nous, c'est un élément qui n'est pas suffisant. Alors nous sommes aussi avec Serge Schlama, professeur de droit public à l'université de Grenoble. Cette question de la vaccination obligatoire pour les soignants, déjà limitée pour les soignants dans un premier temps, avant peut-être une éventuelle vaccination pour tous, elle pose évidemment un grand nombre de questions aussi sur le plan juridique. Serge Schlama, est-ce que déjà c'est possible d'un point de vue légal, dans le cadre légal actuel, de pouvoir mettre en place une telle obligation vaccinale limitée dans un premier temps aux soignants? Quel est votre point de vue sur ce point-là? Oui, c'est tout à fait possible. Alors, je veux dire tout de suite que je suis aussi favorable à la vaccination et que les demandes de la CGT paraissent tout à fait fondées, une vaccination sur le lieu du travail. Alors, il est possible d'imposer une vaccination. La question a déjà été posée au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État à propos des 11 vaccins obligatoires à l'école et dans les structures d'accueil de la petite enfance. Et c'est important de bien voir que c'est ces 11 vaccins dont les effets sont bien connus et dont les bénéfices sont bien connus pour les enfants. Et il y a aussi des obligations de vaccination déjà pour les personnels de santé. Et donc, il est parfaitement admissible au regard de ce rapport bénéfice-risque d'imposer au personnel soignant, au sens très large du terme, cette obligation. Je pense plus largement que tout personnel au contact de personnes vulnérables, par exemple les personnes handicapées ou les aides à domicile, etc., devra avoir une obligation vaccinale, puisqu'il y a d'une part pour ces personnes elles-mêmes un risque plus important d'attraper la Covid, on le sait pour les personnels de santé en particulier, mais il y a aussi un risque assez important de diffuser la Covid aux personnes vulnérables, aux personnes hospitalisées. Et donc c'est ce bénéfice-risque qui justifie d'imposer une obligation vaccinale à ces personnels de santé comme elle existe déjà. Alors après, jusqu'où on peut aller, c'est complexe. Aujourd'hui, on a beaucoup d'incertitudes sur ce vaccin.
Et il faut vraiment compter catégorie par catégorie le bénéfice-risque. Donc pour des policiers, pour des pompiers, je pense que ça s'imposerait. Pour des enseignants, sûrement aussi. Mais on peut aller jusqu'où? On parle des étudiants. Est-ce qu'il faut imposer aux étudiants pour qu'ils puissent retourner dans les amphithéâtres? Est-ce qu'on doit le faire à plein d'autres catégories? Vraiment, c'est un débat de société. Moi, je ne suis pas sur une obligation générale de vaccination, et le président de la République l'a exclu à plusieurs reprises. En revanche, des obligations de vaccination ciblées pour les populations les plus à risque afin d'empêcher la diffusion du virus vers les personnes vulnérables, ça me paraît tout à fait fondé. Parce que l'un des principes qui régule notre droit en matière de santé, c'est d'abord l'inviolabilité peut-être du corps humain. Où est finalement la frontière quand on instaure une obligation de vaccinale? Et puis il y a aussi la question du libre consentement. Ça, c'est des angles d'attaque possibles pour ceux qui s'opposent à une obligation vaccinale, hein, Serge Slama? Oui, on est vraiment dans... Il y a un enjeu en termes de liberté extrêmement important, puisque c'est l'autonomie personnelle, la liberté personnelle qui est atteinte. Vous l'avez dit, l'inviolabilité du corps humain, le libre consentement aux soins. Donc c'est vraiment une liberté importante, constitutionnelle, conventionnelle, protégée. Il faut la prendre en compte, mais en rapport, je vous l'ai dit, on prend en compte l'intérêt général. Ici, l'intérêt général, c'est empêcher la diffusion d'un virus mortel, hein, plusieurs centaines de milliers de morts, 10 milliers dans la dernière vague. Donc vraiment, il faut mettre le rapport bénéfice-risque en parallèle. On a stoppé l'économie dans les dernières vagues, donc ici, le risque, c'est d'avoir une 4e vague et de stopper à nouveau notre économie, de fermer à nouveau les restaurants, etc. Donc les enjeux sont importants, mais évidemment, il faut prendre en compte le risque. Donc voilà, je l'ai dit, pour les personnels de santé, le bénéfice-risque, il y a vraiment un bénéfice important et le risque, il est mesuré, on le connaît. Bon, voilà. Mais pour l'ensemble de la population, c'est plus problématique puisqu'on a encore beaucoup d'incertitudes, par exemple pour les adolescents. Donc voilà, je suis favorable à élargir la couverture vaccinale. Il faudra une couverture vaccinale d'un pourcentage suffisant de la population pour arrêter cette épidémie. Mais en revanche, est-ce qu'on doit l'imposer à l'ensemble des Français? Là, je pense que ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Parce qu'il y a une des questions qui fait débat, c'est celle de l'état actuel de la recherche. Le vaccin tel qu'on il est mis en place aujourd'hui, encore à un stade d'expérimentation, hein, c'est bien ça. Donc ça peut poser problème, ça, sur le plan juridique. Oui, vraiment, on est encore dans des phases expérimentales où on a peu de recul sur les vaccins. On sait que les vaccins fonctionnent, on sait que les vaccins diminuent les formes graves de la maladie. On le voit en Israël ou en Grande-Bretagne où ça a des effets très concrets. Et on sait que ça permet aussi de reprendre des activités qui étaient jusque-là empêchées. En revanche, il y a des incertitudes à long terme, il y a des incertitudes sur certaines catégories, et donc c'est pour ça que je pense que l'obligation vaccinale, elle va peut-être s'imposer dans quelques années, où on aura vraiment une meilleure connaissance des vaccins et du virus. Au jour d'aujourd'hui, à part vraiment les personnels exposés, les personnels de santé sont exposés. Et puis je rappelle, il y a une responsabilité de l'État, hein, c'est qu'il y a les infections nosocomiales, il y a un risque que les personnels de santé contaminent des personnes, des malades, et donc l'État est ici dans l'obligation de protéger les malades. Donc c'est pour ça que ça s'impose pour les personnels de santé au sens très large du terme, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Mais en revanche, pour l'ensemble de la population, ça me paraît prématuré. Patrick Bourdillon, est-ce que vous envisagez, vous, à la CGT, d'activer des leviers de recours sur le plan juridique contre cette éventuelle obligation vaccinale pour les soignants? Non, le sujet, il n'est pas là. Le sujet derrière, au-delà du simple fait, à un moment de mettre une organisation qui permette que ça se passe, il y a aussi un élément qui nous semble central, qui en tout cas n'était pas été pris en compte depuis un certain nombre d'années par le gouvernement. Et à l'époque du Ségur, d'ailleurs, quand nous avions négocié, à l'époque, on avait vu M. Véran. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 1 an qu'on n'a pas vu M. Véran. Donc on s'interroge un peu sur la façon dont en tout cas les choses sont organisées. Ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que nous on insistait sur le fait qu'à un moment nous manquons de postes dans les établissements hospitaliers et nous manquons de postes qui imposent aussi à des professionnels qui sont des professionnels qui auraient dû être isolés, qui doivent en ce moment être isolés, de pouvoir l'être de façon objective. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas matière à pouvoir les remplacer. On n'a pas d'effectifs pour que ces remplacements aient lieu. Donc oui, à un moment que l'obligation vaccinale soit posée sur la table comme un outil, comme dans l'arsenal pour éviter l'infection nosocomiale, un élément qui est un élément central, pourquoi pas? Mais il ne peut pas être à un moment mis sur la table sans être adjoint d'un certain nombre de sujets, et notamment c'est la possibilité d'être isolé lorsque c'est nécessaire. Je vous rappelle qu'on nous a imposé à venir travailler, y compris en ayant des symptômes de la maladie. Donc c'est un élément qui, moi, me semble quand même extrêmement violent, et d'entendre dire des professionnels
professionnels, on va vous mettre un peu à nouveau sous les feux de la rampe parce qu'à un moment vous avez mal fait votre boulot. C'est un peu moyen, on nous a applaudi pendant 1 an et puis tout à coup on nous dit vous êtes un peu les vilains petits canards de la situation. C'est un peu agressif pour les professionnels, mais au-delà de ça, ce qu'on attend, c'est de pouvoir nous aussi pouvoir remplir nos obligations, qui sont des obligations tout simplement de sécurité en matière de soins dans nos établissements. Et en l'occurrence, nous n'y sommes pas, le compte n'y est pas. Et c'est pas une simple injection qui va arriver à temporiser cet élément-là. Donc à un moment, le gouvernement a cette responsabilité-là, qui est une responsabilité extrêmement forte. Vous faisiez allusion tout à l'heure à l'autorisation de mise sur le marché, notamment une autorisation temporaire. Exactement. C'est un élément pour nous qui est aussi interrogatif, en tout cas de l'élément d'analyse qu'on peut avoir a posteriori, quelles sont les conséquences de cette injection. Et je pense que certains professionnels peuvent être interrogés, comme la population, mais à un moment, je pense que tous les professionnels ont la volonté de protéger leurs patients, de se protéger eux-mêmes, et pardonnez-moi du peu, c'est aussi de protéger leur famille. Donc l'infection, elle est aussi du sens des patients vers les soignants et vers leur propre famille. Donc je pense que notre obligation morale, elle doit être centrée sur tous ces éléments-là et pas simplement sur la vaccination obligatoire. Allez, on continue d'en parler dans quelques instants. La vaccination obligatoire pour les soignants, c'est ce que va sûrement nous annoncer Emmanuel Macron ce soir à 20h. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre et surtout, est-ce que c'est légal? À tout de suite. Et nous sommes toujours sur Sud Radio pour parler de la vaccination obligatoire pour les soignants. Avec nous Serge Sama, professeur de droit public à l'Université de droit de Grenoble, et Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral CGT Santé. Mais nous sommes aussi avec nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Tout de suite la parole à Julien qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Julien. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Alors vous êtes vous-même soignant, hein, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, j'étais soignant. Je suis en train de me reconvertir parce que justement, avec toutes ces pressions sur les soignants qu'on subit, on était déjà sous pression avant la crise. Là, en plus, au lieu de nous remercier pour ce qu'on a subi, ils veulent nous imposer un virus qui est encore en phase de test, donc on n'a aucune garantie. Un vaccin, oui. Un vaccin, ouais. Un vaccin en phase. Oui, mais en fait, on nous implique une molécule du virus. Donc, on peut dire quelque part qu'on nous inflige le virus. Moi, autour de moi, les gens que j'ai vus être vaccinés, dans 90% des cas, ils ont été malades pendant 2-3 jours avec la vaccination. Ils ont été garantis d'être malades. Le virus, on n'est pas garanti de l'avoir. Donc, à choisir 90% de chances d'être malade et 15% de chances d'être malade, je préfère choisir les 15%. Donc je préfère prendre le risque d'avoir le virus. Après, de dire que le virus protège la population, moi ça me semble un peu un mensonge éhonté, puisqu'en fait, il protège que la personne vaccinée des formes graves, mais le virus, on continue à être porteur et transmetteur du virus. Donc si on n'a pas de forme symptomatique, et dans quel cas il faut s'isoler et se traiter, parce qu'il y a des traitements qui existent et qui sont préférables, du coup, en fait, la stratégie vaccin obligatoire, moi j'y suis formellement opposé. Et en fait, la problématique, c'est que ce que ça relève réellement dans la population, c'est une réelle crise de confiance dans toutes nos institutions, qu'elles soient pharmacologiques ou politiques. Il n'y a qu'à voir les 80% d'abstention au vote. Et quand vous dites qu'il y a 30% des soignants qui ne sont pas vaccinés, je vais vous dire, en fait, il y a beaucoup plus. Parce que moi, j'ai ouï de beaucoup de soignants qui se sont fait vacciner entre potes, enfin entre amis, entre connaissances, pour justement avoir le passeport et être tranquille. Mais en vrai, en soi, dans la vaccination réelle, à mon avis, il y en a beaucoup moins que ce qu'on prétend. Et donc voilà. Et je pense peut-être sur ce point, Patrick Bourdillon, vous pensez qu'il y a un tel phénomène et qu'en réalité, il y a encore moins de soignants qui sont vaccinés que les chiffres qu'on entend un peu partout? Alors, la vaccination, c'est une particularité, en tout cas, qu'elle a été réalisée dans des centres de vaccination avec une logique toutes les informations ont été récoltées en tout cas par l'assurance maladie, il faut le savoir, et par les ARS. Donc à partir de là, on met à nouveau en avant, en tout cas nous à la CGT, le fait de la nécessité d'avoir une assurance maladie forte, et c'est le cas puisqu'on peut constater en tout cas que grâce à Amélie et au compte qui a été mis en place, on arrive à voir la visualisation de la vaccination. La vaccination ne peut être faite que dans la mesure où il y a un médecin qui tamponne et qui certifie. Donc c'est un élément extrêmement concentré en termes juridiques, qui impose d'avoir un certain nombre de règles qui ont été suivies de façon très forte et surtout qui ont été centralisées. C'est pour moi l'élément le plus important dans un lieu qui est un lieu central, qui est l'assurance maladie, qui en tout cas au niveau des centres de vaccination de nos établissements, qui sont des établissements de santé, des établissements publics, mais au niveau des centres de vaccination, permet de collecter par département, en fait, y compris l'identité, et permet d'ouvrir ce fameux passeport sanitaire pour lequel il y a quand même un doute qui persiste, notamment en matière d'utilité et d'utilisation pour la vie quotidienne. Julien, peut-être pour rapidement, si vous le voulez bien, c'est donc ce vaccin qui vous pousse vraiment à vous reconvertir et à quitter le monde de la santé.
ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça c'est clair et net. Hein. J'y pensais depuis un moment, et d'ailleurs il n'y a qu'à voir la pénurie de soignants. Énormément de soignants partent, donc c'est pour ça, c'est pour d'autres choses, mais on ferme des hôpitaux. Il y a plus de 50 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés en France, je crois, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Monsieur CGT pourra me le dire. Et malgré tout, les cadres n'arrivent pas à recruter, donc c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Hein, c'est qu'on a de moins en moins besoin d'infirmières et pourtant on a de moins en moins possibilité d'en trouver. C'est qu'il y a quand même il y a une vraie fuite du personnel soignant. Évidemment, la vaccination, ça va pas obliger comme ça va pas aider les gens qui ont un pied à côté à revenir. Ça, c'est certain, ça va certainement pas les conforter. Et je rajouterais juste une chose, c'est que là où on voit vraiment que c'est une crise de confiance, c'est que, par exemple, il n'y a pas besoin d'obligation d'achat d'un iPhone. Vous voyez, les gens ont confiance. Bon, rappel, on a plus confiance dans une firme américaine que dans notre gouvernement en France. Et c'est là la vraie problématique. C'est qu'on Merci beaucoup Julien. On n'a plus beaucoup de temps, je suis désolé, il faut qu'on avance un peu. Patrick Bourdillon, peut-être un point sur les fermetures de lits notamment. Vous avez des chiffres là-dessus, des données? Oui, alors l'année dernière, c'est pas autant que ça, mais l'année dernière, il y a 5000 lits qui ont été fermés. Sauf qu'à un moment, on est à nouveau sur une situation où nous, en matière de lits, en matière d'effectifs, on demande qu'il y ait un maintien à minima des lits qui sont ouverts. Et surtout, je rappelle quand même une promesse qui a été faite par un certain Olivier Véran lors de la première vague, c'est d'augmenter le nombre de lits de réanimation. Excusez-moi, on a pu s'apercevoir à la deuxième et la troisième vague, en tout cas, qu'on n'était pas du tout ce concept-là et que le gouvernement n'a pas pris en compte cet élément qui est un élément défavorisant. Pourquoi ? Parce que oui, les professionnels fuient nos établissements, mais qu'ils soient privés ou publics. Donc à partir de là, il y a des questions à se poser, notamment sur l'attractivité des métiers, sur l'attractivité qu'elle soit en termes de salaire, en termes de conditions de travail, mais aussi sur l'attractivité en matière de reconnaissance. Et je pense que l'élément de stigmatiser, et notamment la maladresse de M. Véran dans les Landes, c'est pas un élément favorisateur à pouvoir dire à des professionnels on vous aime et on souhaite que vous restiez dans vos postes de travail. En tout cas, on s'aperçoit qu'il va y avoir des départs. Pas forcément à cause du vaccin, et parce que je pense que les salariés n'en peuvent plus. Peut-être Serge Chama, pour conclure, est-ce que vous comprenez un peu le discours de Julien qu'on vient d'entendre? Il nous dit notamment qu'il n'y a peut-être pas assez de garde-fous sur le plan juridique. Est-ce que ça vous parle? Parce que, alors, Julien a raison de dire que on a beaucoup sollicité les personnels de santé et les personnels des services publics de manière générale. En revanche, je ne suis pas d'accord avec lui sur l'idée que mieux vaudrait tomber malade du Covid que de se faire vacciner. C'est vraiment, moi, je me suis fait vacciner, j'ai aucun symptôme. Un symptôme grippal en se faisant vacciner, mais je vous assure que les personnes qui ont le Covid long préfèrent largement avoir une petite grippe pendant 2 jours. Et je vous rappelle que la dernière vague, c'est 10 000 morts tout de même. Hein. Donc, et la prochaine vague, ça peut être plusieurs milliers de morts. Donc, je pense qu'on ne peut pas du tout mettre en rapport les deux. Il y a un bénéfice à se faire vacciner. Je suis d'accord avec l'idée de la CGT que les personnels soignants doivent pouvoir se vacciner sur place et que, évidemment, il y a un contexte social très chargé et beaucoup d'inégalités à l'hôpital aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, on l'a vu, hein, sur l'accès au vaccin, il y a des inégalités. Et donc, vraiment, je suis d'accord avec la CGT là-dessus, mais vaccinez-vous. Vraiment, il faut qu'on puisse reprendre une rentrée normale et donc il faut se vacciner. Je le dis particulièrement aux étudiants, à mes étudiants, vaccinez-vous. Et du coup, Serge Slama, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit François Bayrou? Il faut que les soignants qui refusent de se faire vacciner soient suspendus de leur travail, concrètement? Non, c'est disproportionné, c'est un problème d'accès. Ça existe déjà, en fait. Il y a déjà des obligations vaccinales. Une suspension me paraîtrait complètement disproportionnée. C'est un problème d'accès au travail, tout simplement. Quelqu'un qui n'est pas vacciné ne remplit pas les conditions. C'est un problème de médecine du travail. Mais pour ceux qui sont déjà en poste. Vraiment, on doit aller. D'abord, ça va être progressif, ça va être prévu par la loi. Les personnels de santé pourront se vacciner progressivement. Ensuite, il y a des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a des personnes qui ont été malades, par exemple, qui ont eu le Covid, ou la Covid, pardon. De là à sanctionner, ça me paraîtrait complètement disproportionné. Donc, mais encore une fois, tout ça est déjà connu. Les obligations vaccinales existent déjà, donc on peut très bien appliquer les régimes qui existent déjà pour permettre au personnel de santé, au fur et à mesure, de monter vers un taux de vaccination suffisant pour protéger les malades, leurs familles et eux-mêmes. Merci beaucoup, en tout cas, Serge Lama, professeur de droit public à l'Université de droit de Grenoble, et Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral CGT Santé.